Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous recevons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de l'ONIS et plus généralement de Charente-Maritime. Et comme vous le savez aussi, depuis quelques semaines, nous suivons les législatives 2022 et donc nous avons des candidats en rapport aux législatives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Babot, candidate sur la 2e circonscription, candidate de la majorité présidentielle, pour interroger notre invité Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne-Laure Babot, merci d'avoir accepté notre invitation déjà, dans un premier temps. Bonjour messieurs, avec plaisir. Anne-Laure Babot, vous avez 40 ans, vous accomplissez pour la première fois un mandat, si je ne me trompe pas, un mandat politique depuis donc, les dernières élections municipale de 2020. Vous êtes conseillère municipale sur la commune de Salles-sur-Mer. Mais ce n'est qu'en octobre 2021 que vous avez décidé d'afficher votre soutien à Emmanuel Macron. Je voulais savoir pourquoi si tard, il vous a séduit plus tardivement, Emmanuel Macron? Non, tout simplement, je suis jeune, j'ai 40 ans, j'ai une fille de 17 ans. Donc avant, j'étais très investie par mon travail et investie dans mon rôle de maman. Donc, je me suis investie aussi, comme vous l'avez dit, en tant qu'élue depuis 2020. Ça a permis de conforter mon engagement. Et donc, naturellement, pour cette élection, j'ai souhaité m'engager. Avez-vous une délégation dans le conseil municipal à Salles-sur-Mer? Oui, j'ai une délégation tourisme et relations publiques. Et je suis en charge aussi de différents dossiers sur le commerce et l'environnement. D'accord. Et le fait d'appartenir à cette majorité départementale, vous affichez clairement maintenant, est-ce que ça n'a pas posé des problèmes au sein de ce conseil municipal? Non, pas du tout. D'accord. Non. On va revenir à cet engagement justement auprès d'Emmanuel Macron. Le 31 mars, vous étiez à ses côtés, à Foura. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de partir pour les législatives ou c'était déjà mûri quelque part? Alors, en fait, en octobre, si je reprends un petit peu le détail, en octobre, je me suis investie, donc j'ai été au campus dès le lancement, on va dire, de la campagne, ou des premières réunions. Et puis, très rapidement, j'ai créé un comité de soutien à la réélection du président, donc au mois de novembre. En janvier, j'ai intégré l'équipe départementale. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de m'impliquer totalement dans la campagne présidentielle avec les militants. Et puis, au fur et à mesure, ça a nourri ma réflexion. Donc, votre décision, elle est arrivée quand, en fait? Définitivement? Oui. Définitivement, je dirais en janvier-février, à peu près. Donc, c'était avant de rencontrer Emmanuel Macron? Oui, oui. Justement, sur cette période-là, en février, vous écrivez une lettre aux élus de Onis Sud, Onis Atlantique et de la Carreau à Rochefort, les invitant à vous rejoindre à soutenir Emmanuel Macron. Quel retour il y a eu de ce document? Donc, c'est effectivement le document que j'ai envoyé dans le cadre de la création du comité de soutien dont je vous parlais. Les soutiens étaient globalement mitigés. Ce n'était pas que le cas de la 2e circonscription. Les petites communes n'ont pas envie... Vous êtes sur 3 EPCI. Combien de maires ont répondu favorablement? Combien d'élus? Sincèrement, je n'ai pas en tête le nombre d'élus, mais très sincèrement, une petite minorité, puisque les élus centristes, que vous connaissez peut-être, mais que je ne vais pas donner les noms, et quelques autres maires qui nous ont affiché du soutien, mais sans vouloir se prononcer. C'est quoi, c'est une peur de l'engagement? Oui, je pense que les élus, on entend beaucoup de difficultés des élus dès qu'ils annoncent en fait leur soutien à un candidat. Ça fait peur de s'afficher macroniste aujourd'hui? Pas que macroniste, je pense, de s'afficher politiquement, déjà, ça fait peur. Et on le voit dans les résultats des élections. La France est très divisée et il y a beaucoup d'extrêmes. Et les extrêmes, et on le voit aussi dans la campagne des législatives, les extrêmes sont agressifs. Est-ce que le maire de Salles-sur-Mer a donné son parrainage à quelqu'un? Non. D'accord, vous ne l'avez pas invité à le faire? Non, je pense que chacun n'a pas besoin d'être invité et sait ce qu'il doit faire ou pas, voilà, en toute conscience. Je ne suis pas dans le harcèlement. Sans aller jusqu'au harcèlement. Non, on en a parlé et elle m'a clairement dit qu'elle souhaitait rester neutre par rapport aux habitants de la commune et je trouve que c'est tout à fait légitime et c'est le cas de beaucoup de petites communes. Donc en fait, un retour pas si positif que ça par rapport à ce document, que vous êtes déçu? Non. Vous y attendiez? Non. L'idée, c'était de faire état qu'on avait créé un comité de soutien et d'essayer d'unir, d'informer. Après, on a vu aussi des élus qui sont venus justement lorsque le président est venu. Donc, c'était aussi une forme de soutien, même s'ils ne l'ont pas parrainé. C'était une forme de soutien. Donc, voilà, pas de déception. Vous avez pris leur nom? Antoine? Anne-Sophie Babot, Anne-Laure Babot, pardon. Vous avez fait un mix des deux. Oui, c'est ça, la dans le désordre. Anne-Sophie Descamps est adjointe sur la commune d'Aigues-Feuilles. Oui. Et votre suppléante.
Pourquoi vous avez choisi cette suppléante plutôt que François Venditozzi qui était prêt aussi à vous accompagner dans cette campagne? Alors, il n'y avait pas que Anne-Sophie et François, il pouvait y avoir d'autres personnes déjà. Et puis, j'ai fait un choix d'affinité. Bon, déjà, on est, donc, comme vous l'avez dit, je crois, donc Anne-Sophie est en charge de l'environnement. On s'est connus il y a 1 an sur ces sujets-là. Et ça me semblait intéressant de pouvoir travailler sur le sujet de la transition écologique qui sera forcément porté par notre binôme. Et puis après, par des affinités plus personnelles. C'est important que le binôme fonctionne bien pour qu'il serve au mieux le territoire. Selon vous, c'est ça aussi qui va faire la différence sur ce prochain mandat d'Emmanuel Macron? L'écologie, il y a une place importante à donner à ce thème-là? Contrairement aux 5 ans qui viennent de passer. Alors, évidemment, c'est une priorité, mais je pense que notre président l'a dit, Elisabeth Borne l'a dit encore très récemment, et c'est clairement ce que l'on souhaite avec Anne-Sophie porter. C'est la raison de mon engagement premier. Pour résumer, est-ce qu'Anne-Sophie Descamps est là pour verdir votre profession de foi? Alors, bon, on n'a pas du coup parlé de mon parcours professionnel, mais j'ai travaillé 10 ans chez Léa Nature. Bon, j'avais déjà de bonnes bases, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de rentrer chez Léa Nature et que je me suis impliquée. Donc, j'ai une sensibilité importante sur ce sujet-là. Et effectivement, Anne-Sophie vient conforter cette dimension. Donc, on est un peu plus vert. On est un peu plus vert. Il y a des choses qui ont circulé dans la presse, notamment chez nos confrères de Sud-Ouest. On vous appelle la banquière. Pourquoi on vous appelle la banquière? Parce que j'ai travaillé 8 ans au Crédit Mutuel. D'accord, voilà, donc j'ai travaillé votre parcours professionnel. Voilà, donc mon parcours professionnel pour le retracer. Donc je suis arrivée sur l'ONIS il y a 20 ans. J'avais 20 ans. Et j'ai commencé par travailler au Crédit Mutuel de Rochefort, puis d'Angoulins pendant 8 ans. Et après, j'ai intégré Léa Nature pendant une dizaine d'années. Voilà. Donc aujourd'hui, vous ne travaillez plus? J'ai quitté Léa Nature en fin d'année. Donc chez Léa Nature, j'ai travaillé au marketing et après à la négociation. À la fin, j'étais responsable commerciale. Et j'ai souhaité quitter Léa Nature pour créer mon entreprise dans le tourisme durable. D'accord. Donc ça, j'ai quitté Léa Nature en fin d'année. Et l'idée, c'était d'enclencher l'entreprise. Et vu que j'ai intégré l'équipe départementale d'En Marche, je me suis dit que j'allais... Donc vous l'avez mise en sommeil, cette entreprise? C'est ça, tout à fait. Et donc, voilà, je me suis impliquée totalement dans la campagne présidentielle. C'était une aventure que je souhaitais vivre pleinement. Et votre mandat municipal, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Alors, le mandat municipal, ça prend le temps qu'on a envie de donner, j'ai envie de dire. Lui donnez-vous beaucoup de temps, alors. Voilà, je pense avoir donné plus de temps qu'une constante. Donc, je suis conseillère déléguée à la municipalité de Salles. Donc, en tant que déléguée, voilà, on a une délégation plus minime qu'un adjoint par définition. Mais je pense avoir fait plus parce que j'en avais envie. Vous parlez au passé, avoir fait pourquoi je parle au passé, avoir fait parce que les 2 ans viennent de s'écouler et on est dans le passé, tout simplement. On l'a dit, vous êtes conseillère municipale à Salles-sur-Mer. Salles-sur-Mer, ça se trouve sur la CDA de La Rochelle. Même si c'est aussi sur la 2e circonscription. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté sur la première circo? Parce que vous êtes quand même plus attaché à la CDA de La Rochelle et donc La Rochelle. Qu'est-ce qui a fait que vous dites non, la 2e, c'est pour moi? Je ne sais pas si c'est pour moi. On verra après aux élections. Mais Salles-sur-Mer est sur le Nice. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à Rochefort, à Angoulins, j'ai vécu à Terré, je vis aujourd'hui à Salles. C'est des territoires de l'Eunice, c'est des territoires de campagne. Enfin, pour certaines, en tout cas, je me sens plus rattachée à un territoire de campagne qu'à la ville de La Rochelle. D'accord. Donc, pour moi, c'est une évidence. D'accord, donc pas question, effectivement, de prendre la place au niveau des candidats de Martine Madeleine sur la première circo. Ça vous a jamais effleuré l'esprit? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Justement, on parle de ce territoire qui est compliqué, cette 2e circonscription. Elle est très hétérogène. Elle part de Rochefort, elle va jusqu'à Charron. Si vous êtes élu, vos bureaux, vous allez les installer où, votre permanence? Alors, les bureaux... À Aigrefeuille? Non, les bureaux, je ne sais pas. L'idée, ce sera que ce soit le plus simple d'accès par rapport au train, notamment, puisqu'il y a des allers-retours réguliers sur Paris, comme vous le savez. Et la permanence, elle sera ambulante. L'idée, c'est d'être... Sous quelle forme? Alors, l'idée, c'est d'être en partenariat avec les mairies et d'être... alors, que ce soit pour moi-même, mais aussi pour l'équipe, parce que, voilà, on ne parle pas que du député, il y a aussi une équipe d'attachés parlementaires. Voilà. Oui. Et l'idée, c'est que l'équipe, au global, soit... ambulante, tournante sur les différentes communes référentes des 4 territoires. On parle des bureaux municipaux, alors, un bureau dans une mairie ou... Par exemple. Ça va être compliqué, il y a quand même des mairies qui sont très très petites.
qui n'ont pas forcément la place de loger tout leur personnel. Alors, ce ne sera pas sur toutes les mairies qu'on le fera. D'accord. Et puis, ce sera avec les mairies partenaires. On en a déjà parlé avec quelques mairies. Enfin, en tout cas, j'ai évoqué l'idée. Avec quelle commune, par exemple? Avec quelles communes? Je pense que les plus légitimes seraient Maran, Courson, Surgères, Aigrefeuille, Rochefort. Donc 5 points de chute, en fait, à peu près. Il faudrait qu'il y ait 2 points de chute par territoire. D'accord. Voilà. Et l'idée aussi, puisqu'on parle de ce projet, au-delà d'une permanence ambulante, donc qui serait cadencée, qui aurait une permanence qui serait régulière et cadencée en fonction des besoins, l'idée, c'est d'avoir une commission d'élus avec sur les 4 territoires, puisqu'on a parlé effectivement des 2 parties de CDA, mais il y a aussi donc les 2 CDC, donc 4 territoires, vous l'avez dit, très différents, c'est d'avoir des référents, 2 à 3 référents par territoire, pour créer une commission qui puisse référer, qui soit le lien en fait entre les maires et le député. Non pas que je resterai joignable pour les maires et Anne-Sophie aussi, mais l'idée c'est d'avoir l'information qui remonte plus facilement et qu'on puisse travailler ensemble sur des sujets de fond. Donc vous parlez d'élus, pas de citoyens? Non, alors ça c'est déjà les élus. Les maires ou élus sont les représentants des citoyens. Oui, mais après, il peut y avoir des citoyens tout court qui peuvent être intéressés par ce projet, qui est novateur d'ailleurs. Oui, alors, c'est intéressant ce que vous dites. La troisième chose, justement, alors je l'ai annoncé sur les réseaux. Donc, la troisième chose, c'est de faire je ne sais pas exactement là sous quel format, mais de faire des référents un peu métiers. Typiquement, on sait que la réforme de la santé et la réforme de l'éducation nationale sont des priorités. On en a déjà parlé avec certains citoyens et élus, qui sont aussi des citoyens, de faire justement des réunions ou de monter un projet sur des thématiques propres. C'est pas un peu des magots, tout ça? Non. 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 Très bien. Je crois au collectif, donc c'est pas des paroles électoralistes. D'accord. Comme la France Insoumise, en fait. La France Insoumise a un projet identique? Non, mais il parle du collectif. Oui, mais je pense que c'est important de parler du collectif. Donc, on ne peut pas construire seul. Ce n'est pas uniquement le député qui peut construire un projet. Enfin, ce serait totalement prétentieux de ma part de dire ça. Donc, moi, j'ai une expérience. On a parlé de mon expérience professionnelle, mon expérience plus courte d'élu. J'ai des choses à apporter, mais je n'ai pas la maîtrise de tous les sujets. Et je pense que personne n'a une maîtrise totale de tous les sujets. Donc, l'idée, c'est de se nourrir d'experts. Voilà. Élus et citoyens sur des thématiques qui seront ancrées dans des réformes importantes du gouvernement. Projetons-nous juste après l'élection. Si vous êtes élu, quel est le tout premier dossier que vous porterez dans l'hémicycle, si vous en avez déjà un en tête? Alors, dans les priorités du gouvernement, et je pense que ce n'est pas des moindres, il y a le pouvoir d'achat, il y a la santé. On parle de fermeture d'urgence, donc il y a la santé et il y a le climat. C'est les trois grandes priorités qu'Elisabeth Borne a présentées. Donc je pense que là, si je suis élue, la première semaine, on va travailler sur le pouvoir d'achat, puisqu'elle annonce donc un projet pour le 1er juillet, des actions mises en place pour le 1er juillet. Et après, à proprement dit, ça sera autour de la transition écologique. Vous dire exactement quel sujet, je ne sais pas. Je connais les attentes marquées du territoire. Donc on verra si c'est... Alors justement, un exemple concret de votre territoire, de cette deuxième circonscription, une problématique que vous pourriez porter dans l'hémicycle très rapidement. Alors, je ne sais pas si ça sera très rapidement, mais une que je porterai... Alors, une que vous porterez. Voilà, une que je porterai, c'est Charon, notamment. Il y a un PAPI qui est mis en place. Vous étiez hier soir, d'ailleurs, avec les élus. Tout à fait. Et donc, il y a un PAPI qui est mis en place, qui est acté. Et donc, l'idée, c'est de le mettre en place le plus rapidement possible. D'accord. Avant de passer sur une question d'Antoine, dans quelle commission vous allez choisir si vous êtes élu? Alors, clairement en lien avec la transition écologique, donc la commission développement durable et aménagement du territoire, si elle garde la même dénomination, bien sûr. Ça marche. Antoine? Oui, en ce moment, vous êtes en campagne, comme tous les autres candidats. Comment vous organisez ça sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, déjà, on fait les marchés. On tracte sur les marchés. C'est le b.a.-ba. On boite, on met dans les boîtes aux lettres, on fait du porte-à-porte. On fait aussi ce qu'on appelle des cafés politiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être en proximité avec les gens. J'avoue que je n'aime pas forcément le format de réunion publique et encore moins le terme que je trouve très galvaudé. L'idée, c'est vraiment d'être en proximité avec les gens. Souvent, dans des réunions publiques, il y a les militants, il y a les opposants, mais le nombre de personnes que l'on capte réellement qui ont, eux, besoin d'être écoutées et qui ont envie d'avoir une vraie réflexion, il y en a peu. Donc, je trouve ça dommage. Et donc, on est plutôt sur une formule de proximité.
Hier soir, vous étiez à Charon, vous êtes allé à la rencontre des élus. Est-ce que vous le faites dans chaque commune de votre circonscription? Alors, il y a 67 communes, donc c'est pas évident de le faire sur les 67. Mais il y en a un qui le fait, c'est David Labiche. Hein. Oui, mais David Labiche, il a été investi même avant que Valérie Pécresse le soit. Donc c'est quand même pas du tout le même format. Il est parti de très loin, c'est vrai, je vous l'accorde. Donc c'est pas du tout le même format que les macronistes, puisque nous, on a été investis il y a 3 semaines, je dirais maintenant. Donc c'était très court, il a fallu se mettre en place, de mettre en place les supports, etc. Donc on a une campagne très courte, donc il faut que ça soit intense. Donc on répond aux attentes déjà des élus qui en font la demande. Et puis, après, j'ai initié effectivement des propositions, notamment à Charon, parce qu'il me semblait important d'aller sur ce territoire par rapport à la submersion marine. Quelle autre commune vous êtes allé rencontrer? Elles sont nombreuses. Je suis allée jusqu'à Cran-Chaban. Ah oui. Pour voir les communes rurales. Il y a aussi la problématique des réserves de substitution. On va en parler. Voilà. je tends même la perche, vous voyez. Pas besoin. Je suis allée, j'ai des contacts avec Jean-Pierre Servan qui me permet d'avoir une bonne visibilité sur Il vous soutient d'ailleurs sur votre document. Hein. Oui, tout à fait. À côté de Monsieur Attal. C'est ça. Donc effectivement, Jean-Pierre est soutien et me nourrit de la réflexion pour le Nice Atlantique. Il s'est jamais déclaré macroniste, mais plutôt Macron-compatible. À cette antenne, d'ailleurs. Jean-Pierre Servan, oui. Vous le dites. Oui, non, mais... Bon. Pour ce qui du coup coule de source. Si on s'attache à votre campagne, un petit peu les mêmes questions qu'on a posées aux autres candidats, si vous avez regardé les émissions précédentes, vous avez pu réviser. Comment ça se passe? Comment vous la financez, votre campagne? Alors, pour ma part, par un prêt bancaire. Personnel? Personnel. D'accord. À la banque où vous travailliez avant? Et moi, il y a un truc qui m'a... Je suis de nature fidèle, donc... D'accord. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est vos affiches de campagne. Oui. Vos affiches de campagne, vous affichez à côté d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un kit qui est imposé? Alors, ce n'est pas imposé, puisque, comme vous le voyez, vous avez peut-être regardé d'autres affiches. On a une trame pour nous simplifier, et puis ça nous a bien aidé, puisque investi tard, il a fallu quand même vite avancer. Mais l'affiche n'est pas exactement ne répond pas exactement C'est pas comme le Rassemblement national, qu'on soit clair. Voilà. Ou c'est imposé? Non, nous, c'est pas du tout imposé. On fait ce qu'on veut. On a des orientations, voilà. Mais et oui, pourquoi des chartes graphiques ou des choses comme ça à respecter. Tout à fait. Donc et encore, je ne réponds pas exactement à la charte graphique du kit. Vous auriez pu vous afficher à côté d'Anne-Sophie Descamps, par exemple? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas fait ce choix? Parce que ça permet d'identifier plus rapidement le lien au parti. D'accord. Voilà, tout simplement. Votre budget de campagne? Alors, on a, mais pour tous les candidats, à peu près 35 000 euros. C'est le maximum. C'est le maximum, c'est ça, 35 700. Et pour ma part, je pense qu'on va arriver autour de 15-17 000 maximum. D'accord. Je pense que ça reste des fonds publics et que voilà, on essaye de faire un maximum par nous-mêmes et limiter les dépenses. Beaucoup de monde dans votre équipe? Au total, je pense qu'on doit être une trentaine à peu près. Répartis sur tout le territoire, sur toute votre circonscription ou plus localisés à côté de vous, à Salles et puis peut-être à Aigrefeuille aussi? À peu près sur tout le territoire. Mais effectivement, on a des militants sur Fouras, sur Rochefort. Le plus, c'est Fouras, Rochefort. Et après, c'est disséminé un peu partout. Donc Jean-Pierre Servan colle des affiches à la ronde. Non, on ne demande pas à Jean-Pierre de coller des affiches. On ne demande pas au maire. On l'a vu sur le premier tour de la présidentielle. On a un territoire, la deuxième circonscription, qui a voté majoritairement pour Marine Le Pen, dans beau nombre de villages. Comment on arrive à être audible face à une population qui a voté au premier tour Marine Le Pen quand on est de la majorité présidentielle, pardon? C'est difficile, mais globalement, c'est difficile d'être audible sur des gens qui ont voté Marine Le Pen ou M. Mélenchon. Ils sont irrécupérables? Je ne sais pas s'ils sont irrécupérables, mais bon, voilà, chacun ses idées. C'est des idées très marquées, des idées, à mon sens, d'extrême. Donc voilà, chacun ses opinions et on les respecte. Je crois que c'est ce qui fait la différence, en tout cas, avec les macronistes. C'est que nous, sur les marchés, on écoute, et n'importe quel électeur... Justement, c'est quoi vos retours sur cette proximité avec la population? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Elle est plutôt positive. Elle était plutôt positive par rapport au mandat de M. Macron? Ça dépend des sujets, ça dépend des personnes. On a des personnes qui nous disent « Ah, mais... » Je caricature, mais je vous donne les mots qu'on me dit. C'est le meilleur, il n'y a forcément que lui. Et des gens, effectivement, qui sont difficiles. Enfin, voilà, qui sont... C'est quoi les sujets qui fâchent, en fait?
Les sujets qui fâchent, le Covid. Le Covid. Sur, en tout cas, ces personnes-là. Il y a des gens qui nous disent... Sa réaction face à la crise sanitaire, c'est ça? Oui, voilà. Des personnes d'extrême, des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, par exemple, ou voilà, qui sont, du coup... comment dire, agacés de ce qui a pu se passer. Mais à côté de ça, on a des gens qui nous disent il a géré très très bien la crise. Et vous, pour vous, il l'a géré comment cette crise? Je pense qu'il l'a géré au mieux. On était dans une situation inédite. Et que, après les Gilets jaunes? Après les Gilets jaunes, avant la guerre en Ukraine. Donc ça a été un mandat qui a été quand même difficile et j'espère que les 5 ans à venir nous permettront d'exprimer, de nous exprimer différemment, et notamment sur l'écologie. Même quand on voit l'état de l'hôpital public aujourd'hui, on peut faire un bilan positif de cette crise sanitaire? Alors, c'est deux choses différentes. Je pense que même les soignants font un bilan positif, en tout cas, de ce qui a pu se passer globalement. Après, il y a quand même un manque, il y a une dénonciation d'un manque de reconnaissance de la profession quand même par rapport justement au gouvernement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur la santé au niveau des urgences, c'est pas lié qu'au mandat de notre président. Ça date depuis bien plus longtemps. Après, sur ces 5 dernières années, ça a été accentué par le Covid parce qu'on leur a demandé beaucoup. Après, le Ségur a permis de revaloriser, donc en partie, puisqu'ils ont en moyenne eu 183 €. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant pour aujourd'hui revaloriser ces métiers-là. Et donc, ça fait partie, justement, la réforme de la santé, de l'hôpital, fait partie des axes de travail. Mais est-ce qu'il était cohérent d'écarter les soignants qui n'ont pas accepté de se faire vacciner dans des hôpitaux qui sont en tension, encore plus avec le Covid? C'est des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Vous ne vous prononcez pas là-dessus? Non, ce serait difficile de se prononcer. Mais voilà, c'est les décisions qui ont été prises. Dans une situation inédite. Juste un petit retour, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon. Une question, pour vous, la NUP ou la NUPES, on l'appelle comme on veut, c'est un leurre électoral, c'est un coup marketing de Jean-Luc Mélenchon? Comment vous l'analysez, cette union, soi-disant union de la gauche? On voit déjà qu'il y a des fissures. Alors, coup marketing, je ne sais pas, mais oui, c'est du pur électoralisme. Je trouve ça dommage que le PS et que les Verts se soient soumis, enfin qu'une partie des Verts se soit soumis à ça, et n'aient pas gardé leur indépendance. Pourtant, il y a un bon retour à l'heure actuelle. Ils sont crédités de beaucoup plus de sièges à l'Assemblée si effectivement ça se traduit dans les urnes qu'avant. Donc il y a quand même un fond. Comment vous l'analysez? Ça vous fait peur un petit peu, par exemple sur la deuxième, revenons sur notre territoire, sur la deuxième circonscription, la position de Nordine Raymond et la possibilité qu'il l'emporte sur la deuxième? Alors ça me fait peur, non. Je ne joue pas ma vie. Donc bon, à part ça, pas grand-chose me fait peur, on va dire, c'est l'essentiel. Et après, je pense que c'est très... Aujourd'hui, il se base sur la politique de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que des gens du PS ne s'y retrouvent pas et que des Verts ne s'y retrouvent pas. Et pour côtoyer certains écologistes ne se retrouvent absolument pas dans cette politique-là. Donc, ils cherchent un peu leur place. Est-ce que ça vous inquiète, par contre, que l'extrême gauche ait aspiré un peu tous ces partis de gauche traditionnels? Ce qui m'inquiète, c'est que globalement, les extrêmes prennent le pouvoir. Concrètement, vous êtes élu, vous gagnez la deuxième circonscription. Mais la NUPES est majoritaire à l'Assemblée nationale et vous vous retrouvez avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Ça vous parle, ça? Là, pour le coup, ça m'inquiète. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quel bilan vous faites un peu du mandat de Frédéric Tifnel? Les 5 années passées. Les 5 années, oui. Bilan positif? Vous faites la moue. Non, je ne fais pas la moue, mais c'est difficile de faire un bilan. J'étais pas au quotidien avec elle. Ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup travaillé au niveau du national. Donc, je pense que c'est ce qui était demandé. Oui, après, c'était aussi ce qui était demandé, je pense, par le gouvernement. L'idée, le projet du président, c'était de réformer. Et donc, pour réformer, il faut que les troupes soient au travail à Paris. Donc pas assez présente sur le terrain, peut-être, alors. Je pense qu'elle a pas pu, à sa décharge, même si effectivement, c'est des remontées qu'on peut me faire, mais elle n'a pas pu. Et maintenant, néanmoins, je sais qu'elle a aussi travaillé, elle a été présente sur certains sujets, notamment sur les zones humides, où elle a fait un gros travail, donc, et sur les sujets autour de l'environnement. Maintenant, je pense que le gouvernement a vu qu'il avait peut-être été un peu loin, et qu'il souhaite que ces
prochain député soit davantage sur le territoire. Ça vous a gêné qu'elle soutienne ouvertement Nelly Faisseau ? Gêné, j'aurais préféré qu'elle me soutienne, évidemment. Je vais vous dire le contraire. Après, voilà, c'est le jeu, j'avais d'autres soutiens. Donc, concrètement, si vous êtes élu, vous n'irez pas vers elle en lui demandant les dossiers qui sont en cours, où il y a déjà eu des échanges ? Ah si, évidemment que l'on le fera. Alors, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qui reste sur le gaz, là ? Il ne reste rien sur le gaz. Tout a été fait ? Oui. Enfin, je veux dire, il ne reste rien. Il n'y a aucune animosité. Avec, non, je ne parle pas d'animosité, mais des dossiers qui ne sont pas aboutis encore. Que vous seriez susceptible de reprendre. Bien sûr. Donc, on l'a évoqué. On a déjà, donc il y a ça une dizaine de jours, on s'est rencontrés. On a fait le point sur les dossiers, sur les sujets importants de la circonscription. Et il est évident, on a évoqué qu'effectivement, si j'étais élue, on se reverrait pour reprendre les dossiers. Quels sont ces points importants sur cette circonscription ? Ce qu'elle a porté, elle m'a parlé de l'arsenal des maires, la problématique avec l'Hermione. Vous la voyez où, vous, l'Hermione ? À Rochefort ou à La Rochelle ? À Rochefort. D'accord. Je ne sais pas pourquoi on coucherait. Rochefort a aussi besoin de vivre et voilà, de profiter du tourisme. Donc l'arsenal des maires. Voilà, les zones humides. On a parlé aussi du contournement de Maran. Sont évoqués aussi la submersion marine dans les sujets. Voilà, globalement, les sujets importants qu'elle a pu m'évoquer. La transition énergétique, peut-être ? La transition énergétique, oui, on peut en parler. On y reviendra. Ok, on y reviendra. Sans transition, on passe au billet d'humeur d'Antoine Colin. Bon, Madame Babo, j'ai un peu l'impression que les blondes ont repris le pouvoir en politique. Ne vous inquiétez pas, on va éviter de s'engouffrer dans les blagues à 2 balles sur les blondes. On va plutôt s'intéresser à celles qui font la politique d'aujourd'hui, comme vous, Anne-Laure. En 2010, déjà, des femmes possédant une chevelure dorée étaient de plus en plus nombreuses à se présenter en politique. Le magazine Cosette révélait même qu'elles penchaient plus à droite de l'échiquier politique. À l'époque, si vous regardez l'organigramme de l'UMP, on retrouvait un bon nombre de femmes blondes, parmi elles Valérie Pécresse, Nadine Morano, encore Valérie Rousseau-Debord. Si cette enquête révèle une présence massive des blondes à la droite de l'échiquier politique, elle dévoilait également une concentration de bruns à gauche. 2 explications étaient par ailleurs apportées pour justifier ce résultat pour le moins insolite. La première serait une conception de la femme plus traditionnelle à droite, donc plus en accord avec l'image de la femme blonde un peu soumise, rapporté le média Slate.fr, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, 12 ans plus tard, leur position ne semble pas avoir trop changé à droite. La première femme investie pour la présidentielle par les Républicains n'est autre que Valérie Pécresse, une femme expérimentée en politique, qui en représente, si on se fie à l'enquête du magazine Cosette, à la conception de la femme traditionnelle, comme je viens de le dire. Après, de là à dire que sa chevelure a poussé les adhérents des Républicains à voter pour elle, j'irai pas jusque-là quand même. La seconde explication de cette enquête serait l'âge plus avancé de l'électorat de droite, dont les cheveux blonds ont tendance à s'éclaircir avec le temps jusqu'à devenir blancs, détaillait encore le site Slate. Une explication un peu plus scientifique qui semblerait un peu plus convenir à ce phénomène, si on peut l'appeler ainsi. Du coup, aujourd'hui, on en est où ? Sommes-nous toujours dans les clichés de l'image de la femme blonde ou est-ce qu'on a évolué ? Si cette question peut paraître originale, c'est une question de société, parmi tant d'autres. Elle renvoie en quelque sorte à la place de la femme qui n'arrête pas de se battre pour se faire une place en politique. Alors bon, au lieu de parler de la revanche des blondes, comme il y a une dizaine d'années, peut-on plutôt parler d'une revanche de la femme ? Bon, alors déjà, Antoine, je suis méchée. Je l'avoue. Donc, je ne suis pas une vraie blonde. Enfin, en tout cas, j'ai viré avec le temps. Donc, alors, vous faisiez le rapprochement entre la blonde et la femme conservatrice et soumise. C'est une vision un peu archaïque oui. de la chose. Ça, alors, je fais partie quand même des jeunes générations, je pense, à 40 ans, et je pense être loin d'être soumise. J'ai plutôt un sacré caractère. Donc voilà pour ce point. Mais vous n'êtes pas insoumise pour autant. Non, du coup, pas insoumise politiquement et pas insoumise dans la vie. Mais c'est pas dur de se faire une place en politique quand on est une femme et justement quand on est jeune. Alors, je pense qu'on parle souvent, on parle du milieu politique parce que c'est plus médiatisé. Mais globalement, la femme pourrait avoir du mal à trouver sa place dans de nombreux domaines. Moi, je viens d'un milieu, je viens du commerce. J'avais des responsabilités, donc des femmes qui ont des postes à responsabilité dans le milieu du commerce ou dans le milieu de la grande distribution. Voilà, c'est des milieux d'hommes. C'est des milieux machos. C'est dur chez Charles Kloboukov ou... Alors, c'est dur de travailler avec la grande distribution. Et c'est dur de travailler parfois, parce que c'est aussi un plaisir, mais de travailler avec des hommes qui viennent du commerce, parce qu'ils nous challengent, parce qu'ils nous font des blagues parfois un petit peu déplacées. Mais voilà, Mais vous avez du répondant.
Voilà, on a du répondant. Vous n'allez pas aller déposer plainte en sortant du plateau d'Onis TV. Ça forge aussi un caractère, quelque part, de se confronter à ce type de comportement. Oui, parce que je ne suis pas féministe, donc il y a des choses qu'on prend avec beaucoup de légèreté, et on sait que c'est fait avec aussi de la Mais bienveillance. est-ce que vous sentez quand même que les choses ont évolué pendant toutes ces années ? Oui, il y a des choses bien sûr qu'il y a des choses qui évoluent. On le voit d'ailleurs, j'ai regardé le gouvernement, on est à la parité. Donc il y a des choses qui avancent en politique et c'est ce que souhaite notre président, si on revient vraiment sur le domaine politique. En tout cas, sur notre parti, c'est le cas. Après, donc il y a des choses qui avancent, mais il y a encore effectivement des choses qui doivent avancer. On va continuer sur la place de la femme en politique, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet du territoire de la deuxième circonscription. Je voulais juste évoquer avec vous l'affaire Abad. Oui. Qui a un petit peu noirci le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. On a l'impression quand même que, par contre, là, ça dure. La présomption d'innocence, elle dégage en 2 secondes quand on a ce type d'affaire. Vous, comment vous avez analysé cette affaire Abad, là, au bout de 48 heures de nomination de ce nouvel gouvernement? Ça a plombé un peu le début de campagne, d'ailleurs, puisqu'on n'a parlé que de ça. Est-ce que suffit d'accuser quelqu'un pour le jeter dans la fosse et le rendre coupable? Alors, ce que je peux dire, c'est que en politique, on parlait des médias, on peut être facilement être une cible et effectivement être critiqué ouvertement, alors que les faits, ce sujet ou d'autres, ne sont pas forcément avérés. Sur ce sujet, à proprement dit, si les faits sont avérés, évidemment, je pense que le gouvernement prendra les dispositions qu'il faut. Donc là, la position du gouvernement de dire non, Monsieur Abad reste en place et puis on attend voir si la justice fait quelque chose ou pas, c'est à contre-courant de ce qui se passait dans les années précédentes, où on disait non, hop, vous êtes accusé, vous sortez du jeu et vous revenez si vous êtes blanchi. Là, on part sur un autre système. Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer la justice à ce niveau-là pour ce type d'affaires, et parce qu'on sait que la justice, c'est pas le temps politique, c'est pas le temps des médias. Est-ce que là, il faudrait pas réformer, et là, ce serait votre rôle de député de faire en sorte que les lois changent là-dessus? Oui, évidemment, et sur ce sujet-là, j'espère que toute la lumière sera faite le plus rapidement possible. Justement, au premier mandat d'Emmanuel Macron, la première grande décision qui a été prise, c'était le moratoire de la vie politique. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ce moratoire. Enfin, c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Est-ce que vous avez des éléments pour expliquer Alors non, je n'ai pas d'éléments pour expliquer. Si je suis élu député, je pourrais creuser sur ces sujets-là. Et la prochaine fois qu'on se verra, je vous répondrai. À ce jour, je ne sais pas. Alors justement, si vous êtes élu député, vous allez devenir encore plus public. Il y a quand même des réactions qui sont violentes dans l'hémicycle ou ailleurs. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Alors, est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous suivez des cours pour vous dire je vais me blinder et on ne va pas me marcher dessus? Alors, je vais vous aider un petit peu. Olivier Falorni disait lors de son premier mandat, quand on est député, il faut savoir recevoir des coups, mais il faut savoir aussi en donner. Alors vous êtes dans quelle philosophie par rapport à ça? Clairement, les recevoir, j'ai pas de souci. Enfin, j'ai pas de souci, c'est jamais agréable. Mais bon, je sais prendre le recul nécessaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai été formée par la grande distribution et le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué. Après, en donner, je ne vois pas l'intérêt. Je n'aime pas du tout cette guéguerre je te donne, je prends un coup, je t'en donne un. Ça m'intéresse peu. Qu'est-ce que vous pensez de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique? Toujours pareil à l'origine avec cette affaire Abad, sachant que cet observatoire n'est pas un organisme d'État et que c'est plutôt des mouvements d'extrême gauche qui sont derrière. Est-ce qu'il faut l'écouter et est-ce qu'on l'écoute trop? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans les excès. Alors, je vous avoue de ne pas maîtriser totalement exactement ce sujet-là, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans les excès de féminisme. On va trop loin avec le MeToo? On ne va pas trop loin parce qu'il faut porter ces sujets. Il y a des sujets qui manquent encore. On a parlé beaucoup de violences sexuelles. On parle très peu des violences morales, mais au sens large. Bon, bien sûr, la femme est souvent plus cible, puisque dit plus fragile. Donc, il y a des sujets qu'il faut encore porter. Et pourtant, certains politiques, après des accusations, en sortent blanchis. Oui, c'est pas normal en soi. S'il y a eu des faits, ces personnes-là ne doivent pas être blanchies. On ne peut pas commenter une décision de justice. La justice est passée, voilà. Oui, mais il faut que la justice, à un moment donné... Donc peut-être accélérer comme le proposait Ludovic. Mais bien sûr.
S'il y a eu à un moment donné des faits avérés, il faut sanctionner, et le plus vite possible, que ce soit pour M. Abad ou pour d'autres. Je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors Barbeau, je vous propose de mettre les deux pieds dans la terre. Donc on va revenir sur la deuxième circonscription. On va parler un petit peu d'agriculture. Donc la deuxième circonscription est majoritairement agricole. Mais il y a sur ces territoires un problème de gestion de l'eau. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, la gestion de l'eau pour les agriculteurs. Il y a des rivalités qui sont soutenues. Il y a des batailles. Il y a eu même des actions un peu violentes de la part des anti-bassines, comme on les appelle. Comment vous positionnez? Est-ce que vous êtes pro ou anti-bassines? Alors, il y a une problématique de gestion de l'eau au sens large. Effectivement, les bassines intègrent cette gestion de l'eau. Je pense qu'il faut réfléchir globalement à cette gestion de l'eau. Aujourd'hui, il y a des quotas, il faut conserver cette politique de quotas. Les bassines, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a un effet de surplus d'eau en surface, notamment l'hiver, et des assèchements l'été. Donc, il faut idéalement, entre autres, dans les actions qu'on peut mettre en place, ponctionner ces eaux en surface qu'on a l'hiver, sans aller dans les nappes phréatiques. On a déjà de l'eau en surface, donc c'est d'essayer d'aller les pomper pour les stocker, pour les utiliser l'été. Donc ça revient à une forme de bassine, voilà, d'une certaine façon. La problématique n'est pas tant de faire de la réserve, elle est plus d'utiliser une eau qui est dans les nappes phréatiques profondes. Voilà, c'est d'utiliser la ressource. Il faut utiliser la ressource de manière mesurée. Voilà. Et dans des structures qui sont, dans des démarches qui sont structurées et réglementées. Alors justement, structurées et réglementées, il y a 3 bassines qui ont été retoquées par le tribunal de Poitiers, là, dernièrement. C'est tout neuf. Sauf que ça va à l'encontre de ce que vous proposez notamment, c'est-à-dire cette gestion raisonnée de l'eau. Ces bassines, on en a besoin, donc. Sauf que là, elles sont interdites, quoi. Et les agriculteurs ne vont pas pouvoir les utiliser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 vitesses. Il y a le discours politique en disant oui, gestion de l'eau raisonnée, mais là, les agriculteurs, ils ont besoin d'eau maintenant, en ce moment, tout de suite, là. Alors, la Cour administrative de Bordeaux a tranché la semaine dernière pour interdire ces bassines. Je ne pense pas que la problématique, elle était des bassines. Et donc, on peut même dire de réserve de substitution, mais la problématique n'était pas tant là, elle était plus qu'apparemment il y avait des irrégularités de ce que j'ai pu comprendre. Donc, et c'est pour ça que je disais, l'idée c'est d'avoir des réserves, peut-être pas aussi grandes, ça peut être aussi des réserves qui sont plus petites, qui sont indépendantes. Je pense qu'il y a aussi cette notion que l'eau, c'est une ressource qui appartient à tous, elle doit être utilisée par l'ensemble des agriculteurs, petits et grands agriculteurs, et aussi de manière la plus neutre possible. Voilà. Donc peut-être géré par des syndicats ou... Alors, déjà, c'est déjà le cas, et qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs, puisqu'il y a 2 poids 2 mesures aussi dans les syndicats, on l'a déjà évoqué ici au MAG. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là que ça soit plutôt une agence d'État qui survole et non pas laisser la mainmise de ces bassines aux locaux? Oui, je pense que c'est ça. L'idée, c'est de trouver un compromis entre déjà capter cette eau, on parlait, en surface, qui est en surplus déjà l'hiver. C'est quand même dommage de la laisser partir. Donc, essayer de ponctionner cette eau, d'utiliser des réserves peut-être plus petites, plus indépendantes, plus neutres dans sa gestion et qui permettent de servir à l'ensemble des agriculteurs. Moi, Laure Babot, j'ai besoin d'une explication de texte. Vous dites favorable à une irrigation modérée. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça se passe comment? C'est exactement ce que je viens de vous définir. C'est-à-dire que je ne sais pas, concrètement, il y a un compteur, aujourd'hui, il y a des quotas, déjà, qui sont mis en place. Donc il faut les réduire, ces quotas? Les réduire, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas vous dire exactement. Je ne connais pas exactement les quotas précis. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà, l'eau est utilisée plutôt. Enfin, il est préconisé d'utiliser l'eau en fin de journée ou pendant la nuit plutôt que la journée. Et je sais que ça aide déjà. C'est des actions qui peuvent être tout un peu, qui sont simples à mettre en place, mais qui sont d'une grande évidence. Et après, c'est exactement ce que je vous ai défini. Je pense difficile quand même de mélanger l'agriculture intensive et le maraîchage. Les volumes d'eau ne sont pas les mêmes. Oui. Alors là, vous allez favoriser les uns par rapport aux autres? Non. Alors là, on revient, effectivement, on va sur le sujet de l'agriculture. L'idée, c'est de pouvoir utiliser, et là, c'est un projet qu'on va mettre en place sur du long terme, mais d'utiliser des cultures qui sont moins gourmandes en eau et de pouvoir créer des projets de territoire qui cartographient les cultures en fonction de l'humidité des sols.
Et en fait, ça paraît naturel, c'est juste de s'adapter en fait au territoire. Vous êtes quand même sur une circonscription qui est très céréalière. Oui, tout à fait. Donc il va falloir faire changer la mentalité des agriculteurs. Oui, alors c'est Vous êtes prête à recevoir des coups ? C'est pas moi, là, à Miss TV, qui vais faire changer les choses. Mais j'en ai discuté avec Luc Servan, que vous avez rencontré, et avec des agriculteurs conventionnels et bio. Donc, effectivement, il y a quand même une révolution à apporter. Il faut accélérer le passage au bio ? Accélérer le passage au bio. L'augmenter, oui, c'est une évidence. C'est évident, il faut aller sur un système plus vertueux. Et aujourd'hui, on a notamment la certification HVE qui permet d'amener vers une démarche plus vertueuse, mais on n'a pas en face non plus les marchés qui permettent comment dire, aux consommateurs de... Il n'y a pas les consommateurs derrière, en fait. C'est bien d'augmenter le bio et d'amener des certifications plus vertueuses, mais il faut que les consommateurs puissent acheter. Concrètement, comment vous la voyez, cette agriculture de demain, là, avec ce phénomène de réchauffement climatique aussi ? Comme je vous le disais, en essayant d'avoir des cultures, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on change notre modèle de consommation. Beaucoup de pédagogie ? Beaucoup de pédagogie, mais aussi des réformes. À un moment donné, il faut que ça soit orienté par le gouvernement. C'est ce qui a été fait, je veux dire, après-guerre. On est rentré dans un système, dans un modèle de consommation à outrance sans se poser la question. Et on a industrialisé. Donc c'était bien poussé par des gouvernements aussi. Donc là, on peut orienter aussi nos consommateurs, même si effectivement, il faudra que les consommateurs aient une vraie prise de conscience du besoin de changement. Et il y a aussi le producteur qu'il va falloir qu'il s'adapte. Et ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Oui, c'est ensemble qu'il va falloir avancer. Parce que vous parlez de culture vertueuse, mais on a quand même un gros problème de phyto en Charente-Maritime. Oui, la Charente-Maritime, c'est une grosse consommatrice de produits phytosanitaires. Cette consommation, elle est même en hausse, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire un peu tout ça ? Alors, il me semble que nous sommes particulièrement marqués par le sud du département qui est viticole. C'est ce qui fait monter la moyenne du département. Mais effectivement, il faudrait limiter les intrants chimiques. Je ne vais pas vous dire le contraire, je viens de l'agroalimentaire bio, donc je suis convaincue qu'il faut limiter les intrants chimiques. Mais il faut aussi trouver des solutions pour les agriculteurs pour se convertir. Comment faire quand on en demande toujours plus à ces agriculteurs, justement en matière de rendement, de tout en fait. Et puis surtout en plus aujourd'hui avec la crise mondiale sur les céréales. Comment faire là maintenant ? Parce que en fait on a le sentiment que à chaque fois c'est il faudrait et il y a un laps de temps avant que les choses se concrétisent sur le terrain. Sauf que c'est aujourd'hui, là, maintenant, et demain par exemple, samedi, pour que les agriculteurs ont besoin de produire et que la France a aussi besoin de ces céréales. Comment on fait là dans un court laps de temps ? C'est impossible. Sur un court laps de temps, c'est impossible, voire, on va dire très compliqué pour être optimiste. Mais effectivement, les enjeux, notre modèle de consommation, le rapport du GIEC évoque donc 3 ans pour changer de modèle de consommation. L'agriculture fait partie des leviers de changement. Et effectivement, il y a 2 mondes qui se confrontent. Donc il faut... Moi, je suis partisane de cesser cette guerre entre les 2 mondes et d'essayer de rapprocher pour avancer tous ensemble. On mettra peut-être un peu plus de temps, mais c'est la seule solution pour que ça aille dans le bon sens. Concrètement, en 3 ans, vous pensez que c'est possible, quand même ? De changer le mode de consommation, changer nos habitudes ? Alors là, si on reste sur l'agriculture, je ne suis pas agricultrice. Donc ce serait présomptueux de dire est-ce qu'en 3 ans, je pense que ça va être court. Après, malheureusement, j'ai envie de vous dire oui. Mais je crains que ça soit plus difficile. J'aime porter une parole positive. Il y a une autre demande qui est faite aujourd'hui aux agriculteurs, c'est la production d'énergie. On parle de la méthanisation, on parle aussi, on demande aux agriculteurs d'accueillir de plus en plus d'éoliennes sur leurs terres agricoles. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette embellie, pas cette embellie, mais cette demande encore faite aux agriculteurs, maintenant de produire de l'énergie. C'est concevable ça ? On peut faire 2 métiers à la fois comme ça, à la fois produire de l'énergie et puis produire des céréales, de quoi faire manger les gens ? Alors oui, on peut faire 2 métiers. Ouais. Par contre, ça pose la problématique de l'éolien au sens large. Et donc, pour avoir regardé les positionnements des projets actuels
des éoliennes déjà placées et des projets à venir, tout est concentré sur le nord du département. Ça m'a quand même pas mal marqué. Donc, je creuserai pour savoir pourquoi le sud du département n'a pas d'éolien. Déjà, moins de vent. Mais c'est ce qu'on dit. Mais bon, ça serait bien de quand même creuser le sujet pour pas que notre territoire soit particulièrement marqué et que le sud n'ait pas fait sa part. Vous avez une petite idée là-dessus, sur la réponse? J'ai une idée, mais vous la gardez pour vous? Je la garde pour moi. C'est comme les routes, c'est pareil. Ah oui, les routes. L'état routier. Oui, est-ce que vous êtes plus Dominique Bussereau et Didier Quentin, favorables à un moratoire sur ces éoliennes, justement? On pose les choses, on réfléchit et après on voit comment on fait? Typiquement, là... là, c'est trop, quoi. Il y en a trop. Là, c'est trop sur le nord. Enfin, il faut arrêter à un moment donné tout éolien, il faut se poser. Et il faut regarder, effectivement, première idée que j'évoquais, il faut regarder pourquoi il n'y en a pas sur le sud. Et voir qui peut faire sa part et comment on se répartit les choses. Après, on parle de l'éolien donc là, à terre, mais il y a aussi donc, l'éolien en mer. Deux projets, enfin un projet sur l'île d'Oléron, et puis on entend déjà parler siffler les éoliennes au large de l'île de Ré. Oui, alors... Globalement, moi, je suis plutôt favorable à l'éolien en mer, mais plutôt flottant. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse bétonner les fonds marins. Alors, bétonner la terre, c'est contraignant aussi, mais en mer, on imagine comment ça peut être géré par les flux. Donc pour l'éolien en mer flottant, par contre, sur nos côtes, sur l'ensemble de la circonscription, et même, je crois, du département, nous sommes en zone Natura 2000. Donc la question ne se pose pas. On ne peut pas mettre des éoliens en zone protégée. Et Anne-Laure Babou, un autre sujet de production d'énergie, la méthanisation. Oui. Vous vous positionnez comment par rapport à ça? Et concrètement, sur votre territoire, il y a un gros centre qui existe, qui est à Surgères. Oui. Est-ce que vous êtes allé le visiter? Oui, tout à fait. J'ai visité le centre de méthanisation de Surgères. Je suis pour la méthanisation. Je suis globalement pour toutes les énergies renouvelables. Il faut un mix énergétique donc qui inclut tous les modèles d'énergie renouvelable et le nucléaire. Et puis pour répondre à la demande des habitants. Et donc, pour le méthaniseur, peut-être sur des formats plus petits et plus indépendants. On parlait de l'océan. Yannick, tu as une question sur les protections du littoral. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Je sais que c'était aussi un sujet qui a été évoqué hier soir avec les élus de Charron. Donc c'est vrai qu'il y a quand même 2 communes majeures ici sur votre circonscription qui sont impactées. C'est Charron et c'est Maran. Ah, Maran. Je pensais à Yves. Maran. Alors, Charron, des protections ont été mises en place, mais ça ne suffit pas. Il n'y a toujours pas de digue nord. Il y a des problèmes sur les contre-digues. Maran n'est absolument pas protégé. Alors là, on parle plus de submersion fluviale, qui est au bout du goulet, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça, si vous êtes élu? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un PAPI qui est mis en place. Donc l'idée, c'est qu'on aide à... Xynthia, c'était il y a 12 ans. Oui. Charron, 3 morts. Oui. Mais c'est effrayant de se rendre compte qu'effectivement, au bout de 12 ans, on n'a pas encore résolu le problème. Donc l'idée, ce sera d'accompagner la commune de Charron, notamment sur ces projets-là, et la commune de Maran. Puisque à Yves, on a davantage avancé sur ce sujet. Ah oui, c'est protégé, oui, complètement. Il reste 2 communes, concrètement, dans le nord du département qui ne sont pas protégées. De front, Charron, et en arrière, Maran. Donc vous serez en soutien de ces 2 communes. Clairement, j'en ai bien conscience, et effectivement... le maire de Charron m'a fait état de ce qui avait pu être fait aussi autour, alors qu'à Charron, ça n'a pas été fait. Donc, il y a une problématique, alors celle-ci, elle est beaucoup plus nationale, mais elle touche forcément la 2e circonscription et ses habitants. C'est la problématique du pouvoir d'achat. L'inflation est galopante, 5,2% pour le mois de juin, d'après l'INSEE. Il y a des mesures gouvernementales qui sont mises en place et qui vont être mises en place. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin, à votre avis, ou est-ce que ça suffit? Alors déjà, ce qui est prévu donc dès l'été, dès le 1er juillet, c'est la revalorisation des retraites et des minima sociaux indexés donc, sur l'inflation. On parle aussi de l'indice des fonctionnaires, d'une revalorisation. Donc ça, c'est une première mesure. Bruno Le Maire a aussi échangé avec le patronat pour orienter vers une augmentation des salaires et la mise en place de la prime Macron. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent permettre, par la revalorisation des revenus d'aidés. Sur d'autres mesures, donc vous évoquiez des mesures qui ont été mises en place, mais donc il y a eu le bouclier énergétique qui va être maintenu sur cette année,
qui permet de gommer une très large augmentation des coûts de l'énergie. Et puis sur la partie alimentaire, puisque c'est ce qui fait aujourd'hui l'inflation, c'est essentiellement l'énergie et l'alimentaire. Et donc sur la partie alimentaire, l'idée c'est de mettre en place un chèque alimentaire pour aider les plus modestes à consommer, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus local et plus sain. Et ça suffit pour vous, ces mesures, ou il faut aller plus loin? Je pense que c'est bon, le bouclier énergétique. C'est pas un peu opportuniste, on va dire aussi, on est en période électorale. Surtout qu'hier, Bruno Le Maire a été très négatif sur la situation, notamment en parlant de l'inflation. Il n'était pas très positif en tout cas. C'est difficile d'être positif quand on a un plus 5%. Grosso modo, est-ce que le soufflet va pas retomber une fois toutes ces élections terminées? Ah non, je pense pas. Non. Je pense que c'est un réel engagement du gouvernement d'agir sur ce levier-là. Et Elisabeth Borne s'y emploiera. Je reviens sur ma question, est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, sur le bouclier... Pour vous, le SMIC, il a combien? Il faudrait qu'il soit combien? Je pense qu'on gagne jamais assez. Oui, mais bon. Je ne vais pas vous donner un montant. Je pense qu'on gagne jamais assez. Et je pense que c'est difficile pour beaucoup de gens. C'est peut-être une question à laquelle vous serez soumise dans l'Assemblée par un vote. Hein. Oui, bien sûr. Donc moi, si je vous dis le SMIC à 1 500 €, vous votez pour? Je pense que ce sera ambitieux. Pas que j'aimerais pas donner... je pense que 1 500 € ou même 2 000 €. Hein 2 000 € à... Donc la juste mesure pour vous, c'est quoi? La juste mesure, je sais pas, j'ai pas envie de vous donner un montant. Je sais qu'aujourd'hui il y a des mesures de mise en place. Le bouclier énergétique est une charge importante pour le gouvernement. Il n'est pas concevable d'avoir des personnes, des citoyens qui ont du mal à finir leur mois. Nous, sur notre secteur, si on revient à la circonscription, on est aussi particulièrement concernés, puisque notamment le logement est une problématique, fait que les gens sont obligés d'aller plus loin sur le territoire, et donc vont en Aunis, travaillent souvent sur La Rochelle ou sur Rochefort, ça amène à des surcoûts, et notamment de carburant. Donc j'ai tout à fait conscience qu'il faut résoudre cette problématique, et elle peut être sur aussi différents leviers. Et quel modèle on va proposer? On continue sur les chèques énergie, chèques inflation, on donne des chèques de temps en temps, et puis voilà. Ce qui est sûr à mon sens, c'est que on doit compenser aux plus modestes. On n'a pas tous, les mêmes besoins, et c'est important que les plus modestes, puissent rester. Ce que vous disiez concrètement, et c'est une réalité, les gens vont travailler ailleurs. Mais pour ça, pour l'environnement, vu que vous avez quand même un programme qui est un petit peu vert, voire vert un peu foncé, comment on arrive à faire l'amalgame? Comment on réussit tout ça là? Donc si on en revient notamment effectivement sur la mobilité, la problématique de la mobilité. Oui, les bornes électriques, il n'y en a pas assez. Les voitures électriques, c'est très cher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur les voitures électriques, il y a un programme présenté par notre président, effectivement, de permettre aux plus modestes d'avoir accès à ces véhicules-là. Après, effectivement, il faut recréer de l'emploi sur les territoires ruraux. Par exemple, je prends un exemple clair sur Surgères, la gare de Surgères, qui vont donc être refaites totalement sur un concept plus économique, avec un lieu de vie, va permettre de retrouver de l'attractivité et de faire venir des entreprises. En tout cas, si on parle du nord du territoire, vous parliez de Cran-Chaban tout à l'heure. C'est sûr que là, on est vraiment sur des territoires ruraux, mais il faut quand même trouver des solutions pour dynamiser. Il y a une grosse problématique sur les transports en commun dans ces parties-là. Oui, alors sur la mobilité, on a plusieurs problématiques. Si on regarde le train, Maran n'est pas desservi par... Les trains passent mais ne s'arrêtent pas. Voilà. Ne s'arrêtent plus. Sur une ville comme Maran, référente de l'Aunis-Atlantique, ça me semble pas très logique. Après, il faut augmenter le réseau de bus, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut les remplir, ces bus. Donc il faut aussi sensibiliser les gens à prendre davantage les transports collectifs. Sur la mobilité douce, évidemment, il faut développer les pistes cyclables, notamment pour rejoindre les gares, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours sécurisé en milieu rural, donc il faut sécuriser et créer des pistes cyclables. Je vous ai évoqué le train, les pistes cyclables, les bus. Je vous arrête parce que en fait, les transports en commun, les trains, etc., c'est de la compétence de la région. Comment un député peut forcer une région à dire attendez, là maintenant, moi je veux un arrêt à Maran, je veux plus de bus pour transporter à la fois les lycéens mais aussi les habitants, plus d'horaires, etc. Concrètement, vous y prenez comment? Forcer, non. Par contre, faire prendre conscience et défendre le territoire, il suffit l'idée, c'est d'appuyer ces projets-là.
Donc d'appuyer les locaux au niveau de la région et de dire il faut que ça se bouge. Mais sauf que il y a beaucoup de gens qui se sont heurtés qui se sont heurtés à la région parce que la région ne bouge pas. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'habitants disent et condamnent la région là-dessus, sur son manque d'action là-dessus, et dans les territoires ruraux. Pas qu'en Charente-Maritime, dans le reste aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a beaucoup de problématiques, donc il faut changer. D'ailleurs, une question, la région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes pour ou contre ? Est-ce qu'elle ne vous semble pas trop énorme, cette région, et on a éloigné les gens ? Si, effectivement, elle est énorme, mais bon, en soi, il faut faire avec aujourd'hui. Donc, et par rapport aux heurts dont vous parliez, j'espère ne pas me heurter. Mais en tout cas, ça sera mon travail d'aller porter ces combats. Dans la valise qui va vous être remise si vous êtes élu, vous allez avoir 80 places d'avion, d'aller-retour, de votre territoire, de votre circonscription, vers l'Assemblée nationale, vers Paris. Est-ce que vous allez prendre l'avion ? Prendre l'avion pour aller à Paris ? Oui. On a un TGV qui va en 2 heures. Oui, mais vous avez aussi 80 places qui vous... Non, je n'irai pas à Paris en avion, non. Justement, je vais profiter, moi, que Yannick parle d'avion, parce qu'il y a un paradoxe aussi sur le territoire. On parle de mobilité, il manque des bus, il manque des voitures électriques, des bornes électriques, tout ça. Mais par contre, on a 2 aéroports, à Rochefort et à La Rochelle. Les 2 aéroports sont déficitaires. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y en a pas trop ? Il n'y a pas un petit problème ? Si, clairement, je pense qu'un aéroport suffit pour notre territoire. Lequel ? Alors, aujourd'hui, La Rochelle accueille davantage, donc ça me semble plus logique que ce soit La Rochelle. Il est le plus déficitaire, d'ailleurs, aussi. On a une ligne sur Lyon qui tourne avec 7 passagers par avion. Oui, mais elle est très pratique, cette ligne, néanmoins. Vous l'avez prise. Et oui, par mon métier, je la prenais. Là, pour le coup, c'est moins évident de faire la transverse. La santé, Yannick ? Oui, désertification médicale, c'est pas un scoop. La Gazette des communes écrivait par rapport à la suppression du numerus clausus en 2019 que les attentes espérées n'étaient pas là, puisque l'université de Poitiers a prévu une augmentation de ses étudiants de 1 à 5% dans les 5 ans à venir. Ça ne va pas suffire pour avoir plus de médecins. Comment on fait ? Alors, effectivement, donc, le numerus clausus a été levé. Il faut maintenant former les médecins. Oui. Ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions qui soient, je dirais, un peu temporaires, en formant davantage les infirmiers, les pharmaciens, pour répondre au moins aux premiers soins. Et est-ce qu'il n'y aura pas une obligation d'installation ? Alors, il ne faut pas en passer par là, puisque l'incitation n'a pas fonctionné, première vue. Oui. Je vais vous donner un avis très personnel qui est très partagé, mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres professions qui sont orientées les premières années de leur carrière et que ça peut être une option. J'ai pas compris votre réponse. Que les médecins pourraient être effectivement les premières années orientés vers du milieu rural. C'est beaucoup plus clair. On va parler d'une manifestation qui a eu lieu mardi, une manifestation nationale, mais il y a eu un écho local devant la maison du département à La Rochelle. Donc c'est le médico-social. Le médico-social est descendu dans la rue par rapport au Ségur justement de la santé. Il ne touche pas cette fameuse prime que vous aviez évoquée tout à l'heure, les 183 €. Il va y avoir des négociations qui vont avoir lieu au mois de juillet justement pour essayer de coordonner tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut que ça reste une prime ? Est-ce qu'il faut que ça passe dans le salaire ? Et est-ce que le médico-social doit pouvoir bénéficier de ce Ségur ? Alors, fin avril, justement, ça a été étendu aux professions sociales et de médico-social. Pas toutes. D'où la manifestation. D'où la manifestation de mardi. D'accord. Et je sais qu'apparemment, ils n'avaient pas encore touché. Mais si ça a été acté, ça va être mis en place. Pour le moment, ce sont les hôpitaux et les EHPAD. Mais par exemple, tous les centres pour les personnes handicapées, on peut parler de l'association Emmanuel à Châtelaillon, c'était les gens qui étaient dans la rue, ils n'en bénéficient pas. C'est votre territoire. Oui, je pensais notamment à Rochefort parce que j'ai visité un centre de protection de l'enfant et apparemment, ils le touchaient. Là, donc, c'est pas le cas. D'accord, donc je n'avais pas effectivement cette information sur le handicap. Est-ce que vous allez vous battre, si vous êtes élu, pour que tout ce monde-là puisse y avoir accès, et que ce soit transformé d'une prime et indexé dans le salaire ? Oui, bien sûr. Comme ça profitera à leur retraite. À partir du moment où on le met en place pour le social et le médico-social, il n'est pas normal que ces personnes-là soient exclues. Avant de passer au pour ou contre, il y a sur le territoire de la deuxième circonscription une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Rochefort. Antoine. Oui, qui fonctionne un peu au-dessus de ses capacités. À la base, il y a 52 places, mais en moyenne, on compte entre 80 et une centaine de détenus. Seriez-vous favorable à la construction d'une nouvelle prison ?
Emmanuel Macron avait fait la promesse électorale en 2017, si ma mémoire est bonne, de mettre en place 15 000 places de prison. Cette promesse qui n'a pas été tenue. Est-ce que là, on arrive véritablement à des grosses problématiques de place dans les prisons, et voire, on a été condamné, d'ailleurs, il y a peu de temps, je parle de l'État français. Est-ce qu'il faut construire plus de prisons? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez susceptible de défendre la construction d'une prison en Charente-Maritime? Il faut en tout cas ne pas saturer ces établissements. Donc, il faudrait moins de délinquants, mais là, ça va être difficile. Oui, oui, effectivement. Enfin, on l'espère, mais donc oui, effectivement. Si les besoins sont tels, je porterai le projet. Alors, autre alternative à ça, donc la justice aujourd'hui, une personne qui est condamnée à 1 an de prison, sa peine est aménageable. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut bénéficier d'un bracelet électronique. Avant, c'était 2 ans. Est-ce qu'il ne faut pas faire machine arrière et revenir vers 2 ans, justement? Je vous avoue que sur la sécurité, ce n'est pas des sujets que je me suis posé exactement. On a balayé pas mal de sujets. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le sujet de la sécurité, dans le programme, l'idée, c'est d'accentuer le nombre de gendarmeries. Alors, attendez, vous parlez du programme de qui? De votre programme ou du programme d'Emmanuel Macron? Du programme de notre président. Ouais. Il y a 200 brigades de gendarmerie qui seront mises en place, et je me battrai pour que sur notre territoire, on soit servi comme il le faut. Vous enverriez une où, par exemple? J'enverrai une où. Ou 2? Peut-être plus dans les territoires ruraux. D'accord, toujours à Cran-Chaban, alors? Non, peut-être pas si loin. D'accord. On passe tout de suite au pour ou contre. Alors Babou, je vous rappelle le principe du pour ou contre. C'est très simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Alors je vous l'ai déjà posé, mais je vous la repose quand même. Okay. Pour ou contre le transfert de l'Hermione à La Rochelle? Contre. D'accord. Pour ou contre l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à la députation? Ah bah oui, pour ne pas avoir un casier, enfin pour avoir un casier vierge, évidemment. Le vôtre est vierge alors? Bah oui. D'accord. Ok. Pour ou contre la prise en compte des votes blancs aux élections? Pour. Pour ou contre le retour de la réserve parlementaire? Pour. Si c'était fait, vous l'utiliseriez comment, vous? Joker. On vous réinvitera. C'est ça. Pour ou contre l'autorisation du burkini dans les piscines de la 2e Circo? Contre. Pour ou contre l'obligation de présence des députés dans l'hémicycle? Pour, mais c'est plus complexe que ça. Mais... Pour ou contre le redécoupage de la 2e Circo? On l'a dit, elle est un peu compliquée cette circonscription. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'alléger un peu, en donner un peu plus à la première, voilà. Oui, après ça va être à la marge sur certains territoires, sur certaines communes. Donc contre? Oui, plutôt contre. Pour ou contre la hausse des tarifs de l'eau pour limiter le gaspillage, pardon? Vous m'avez dit pardon, pour la hausse de l'eau? Hausse des tarifs de l'eau. Contre. Pour ou contre l'obligation de formation des nouveaux élus? Pour. Pour ou contre la gratuité du bus pour tous? Pourquoi pas? Ça fait 2 jokers. Pour ou contre l'abandon... Pour alors. Alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais pour ou contre l'abandon total du nucléaire? Contre. Et enfin, pour ou contre une part de proportionnelle à l'Assemblée? Pourquoi pas? Très bien, comme je vous le disais en hors émission, vous avez maintenant 2 minutes, vous avez carte blanche pour parler d'un sujet, soit de revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué, soit de parler de quelque chose de nouveau. Voilà, c'est à vous pendant 2 minutes, on se tait. Très bien. Bon, on a balayé beaucoup de sujets. Donc, peut-être un sujet, dans le projet en fait, que l'on souhaite porter avec Anne-Sophie, il y a effectivement la transition écologique, on l'a largement balayé, et là, il y a l'égalité des chances. Dans l'égalité des chances, c'est très vaste. On a évoqué la parité, un petit peu la parité femmes-hommes. Mais il y a aussi le travail pour les jeunes, tout ce qu'on doit mettre en place pour nos jeunes, ce qu'on doit mettre en place aussi pour nos aînés, et l'autonomie, sujet qu'on n'a pas abordé. Ça me semble important, du fait de la démographie, de pouvoir accompagner nos personnes âgées au mieux jusqu'à leur fin de vie. Et pour nos jeunes, je vous ai évoqué aussi tout à l'heure que j'ai visité un centre de protection de l'enfant, et je trouve ça anormal qu'on ait des adolescents qui soient dans de telles difficultés. Donc voilà, c'est des sujets que je souhaite porter. Donc pour nos jeunes, pour nos aînés, pour les plus modestes, on a parlé du pouvoir d'achat.
et aussi pour la parité femmes-hommes, même si on l'a un petit peu évoqué, il y a encore des avancées à faire sur ces sujets-là. Très bien, on est à la fin de cette émission. Merci Anne-Laure Babot d'avoir participé au MAG. Bonne chance pour les élections. Merci. C'est dans une semaine et demie maintenant. Ça va venir très 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 vite. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Martine Madeleine qui, elle, est candidate, donc également de la majorité présidentielle, mais elle sur la première circonscription. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Et puis, comme je le disais, nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.